Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un corps sans vie repêché à Gandiol dans le nord. La victime était à bord d'une pirogue de migrants. L'embarcation qui a chaviré avait à son bord plus de 100 candidats. Plusieurs installations des ICS de Moro saccagées. Des individus non identifiés ont fait irruption dans l'usine ce matin. Le lycée Mariam Abba fermé à cause d'un manque d'eau. Des populations goréennes peinent à trouver le liquide précieux. Voilà 2 mois que ce martyre perdure, protestent les habitants de l'île Mémoire. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction s'intéressent au changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique de l'auteur Mbaye Hatch. Note de lecture en fin d'édition. Une pirogue de migrants a chaviré dans le nord du Sénégal, à Gandiol. Selon les premiers éléments, plus de 100 candidats étaient à bord. Un corps sans vie a été repêché par les secours. Le point avec Ousseynou Diop. La pirogue qui transportait des migrants clandestins entre le village de Pilote-Bar et l'embouchure a chaviré vers 2 h du matin. Pour le moment, un seul corps sans vie a été retrouvé et acheminé à l'hôpital régional de Saint-Louis. Pour l'adjoint au maire de Gandiol, Mamadou Ndiaye, beaucoup de candidats au voyage sont portés disparus. Mais pour l'instant, puisqu'il y a des gens qui sont disparus dans la communauté, d'autres qu'on a attrapés pour les amener au niveau de la base navale et un corps qu'on a retrouvé au niveau de la berge. Donc on peut toujours espérer qu'il y a d'autres également qui sont toujours dans les profondeurs de la mer. Selon les autorités communales, les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres survivants ou corps sans vie. Le nombre de passagers, pour l'instant, on ne peut pas le dire directement parce qu'il faut évaluer le nombre qui sont arrêtés au niveau de la police. Également, avoir le nombre qui sont disparus en mer et certainement, peut-être, on peut évaluer sur le reste. Les familles de certains migrants clandestins trouvés sur la plage de Gandiol sont sous le choc depuis l'annonce de la nouvelle. Mon fils ne m'a jamais dit qu'il envisageait de partir. C'est pourquoi j'ai été très surpris quand j'ai appris la nouvelle. J'étais en voyage et on m'a appelé pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Nous avons entamé les recherches depuis ce matin pour le retrouver. Selon nos informations, plus de 100 personnes étaient dans l'embarcation. Un seul candidat à l'immigration clandestine a été arrêté par la direction de la police de l'air et des frontières. Manque d'eau à Gorée, la pénurie a conduit à la fermeture du lycée mythique Mariam Abba. La situation qui dure depuis 2 mois est très pénible pour les populations de l'île Mémoire. Abdoulaye Diop. La chaloupe débarque avec des seaux d'eau vide, des bouteilles et des réservoirs. Une citerne d'eau de la Sen'Eau se charge de les approvisionner en eau. Avec l'aide des agents de la Sen'Eau, ces bouteilles seront utilisées pour approvisionner la population de Gorée. À notre arrivée à Gorée, une foule se précipite pour obtenir des bouteilles d'eau. Ces femmes partagent leurs épreuves depuis la coupure d'eau. On doit prendre la chaloupe pour se rendre à Dakar afin de s'approvisionner en eau, ce qui est très difficile. Nous sommes épuisés, d'autant plus que l'eau est insuffisante. On se bouscule pour obtenir de l'eau. C'est vraiment inadmissible. Cette quantité d'eau est insuffisante, d'autant plus qu'il fait très chaud. Nous sommes vraiment fatigués et la chaleur n'arrange absolument rien à notre état. Elles portent ensuite ces seaux d'eau sur une distance de plusieurs centaines de mètres. C'est le cas de Djanké que nous allons suivre jusqu'à sa maison. Ici, aucune goutte d'eau ne sort du robinet et elle n'a que ce seau d'eau pour laver les vêtements de ses enfants. Les restaurants qui constituent un pilier économique de la commune sont aussi affectés par cette pénurie d'eau. Pour nettoyer les toilettes, je suis obligé de prendre l'eau de mer pour nettoyer. Faire la vaisselle, ce n'est pas possible. Pour cuisiner, tu es obligé les poissons et tout ça, tu les laves avec l'eau de mer. La mairie exprime également son indignation face à cette situation et rejette la responsabilité sur la Sen'Eau. Les populations payent des factures, donc c'était à elle, à cette société, de nous approvisionner en eau et d'approvisionner les populations.
Les conséquences de ce manque d'eau ont conduit à la fermeture de l'école d'excellence Mariamaba. Ce soir, le directeur régional de la CNO discute avec les parents d'élèves de cette école pour trouver une solution à cette crise. Pendant ce temps, matin et soir, les Goréens scrutent les réservoirs de la CNO. Merci Abdoulaye. Situation très pénible donc pour les populations goréennes comme vous le voyez sur ces images. L'autre grand titre de cette édition, des individus non identifiés ont fait irruption ce matin dans l'usine des ICIS de Moro dans le département de Tivaouane. Plusieurs installations ont été saccagées. Explication, Cheranta Diop. Des milliers de jeunes et de femmes venus de plusieurs localités de la commune de Darou Khoudoss, ces manifestants très en colère, armés de gourdins, de pierres, ont tout détruit sur leur passage. L'entrée principale de la mine, les bureaux d'enregistrement, course-poursuite entre population et forces de l'ordre. Les dégâts sont énormes. Nos parents cultivateurs sont très fatigués. Ils ont vu leur production dévastée par les ICS à cause des émanations de gaz échappées de l'usine. Ils n'ont pas d'eau pour mener leurs activités. Et pourtant, ils ont fait des prêts 2 millions, 3 millions à 4 millions de francs CFA auprès des banques. Une odeur nauséabonde et de la poussière pollue l'atmosphère. Tous nos enfants sont malades. La problématique de l'emploi des jeunes se pose avec acuité ici à Darou Khoudoss. Nous n'avons pas d'hôpitaux ni d'électricité, encore moins de routes praticables. Moi je travaille aux ICS, regardez mon badge. Ils ont tiré une balle sur ma jambe, regardez, c'est parce que je suis invulnérable, sinon je serais gravement blessé. J'ai vu un chauffeur de camion, il a une fracture à la jambe, il criait fort pour demander aide et assistance. Les forces de l'ordre venues en renfort ont utilisé la répression et il y a eu beaucoup d'arrestations. Merci Charanta. Allons maintenant dans le sud de Ziguinchor. Les étudiants ressortissants de Touba et Mbaké de l'université Hassan Sek expulsés de leur immeuble ce matin par le bailleur pour non-paiement de plusieurs mois. Explication, Lamine Ba. Ustensiles de cuisine, matelas et beaucoup d'autres objets personnels appartenant à des étudiants ressortissants de Touba et Mbaké jetés dehors à même le sol par le bailleur qui les logeait. Les étudiants, totalement désemparés devant la situation, ne savent pas où aller. Ils crient leur désarroi et chargent les autorités politiques de Touba et Mbaké. Il nous avait donné un délai d'1 mois pour que nous déguerpissions de son appartement. Nous avons reçu que nous devons sortir parce que nous avons des arriérés que nous n'avons pas payés, plusieurs mois même, et que cette charge est un peu lourde pour nous étudiants. La conséquence de cette expulsion est que certains étudiants veulent même rentrer à Touba, parce que déjà, comment peut-on vivre à l'université et ne pas avoir où nous loger? La situation est plus délicate chez les filles expulsées de leur chambre. Elles envisagent de plier bagages en dépit des conséquences que cela risque d'engendrer sur les cours. Comme vous nous voyez là, on est là avec nos bagages et on ne sait pas où aller. On est sans abri. Et voilà, la propriétaire a résilié son contrat et on est resté là. Et il y en a de ces gens qui ne savent pas où aller. Comme vous le savez, Ziguinchor c'est trop loin par rapport aux autres régions. Et c'est vraiment dur de rester là sans abri, sans savoir où aller. C'est surtout pour nous les filles. On ne sait même pas ce qu'on doit faire. On est carrément perturbés. Moi, personnellement, je risque de rentrer parce que je ne sais pas où aller. On est là sans abri. Les étudiants qui disent avoir sollicité bon nombre de responsables politiques de Touba et Mbaké disent être déçus par l'indifférence dont ils ont fait montre devant leur galère. Ils implorent ceux qui le peuvent à leur venir en aide. Nous lançons un appel à nos autorités de Mbaké et de Touba pour venir nous soutenir et essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème. Parce que tout le monde sait que le problème des appartements des étudiants est toujours un problème récurrent. Alors nous voulons qu'ils nous assistent en offrant une solution définitive, au moins
ou bien en trouvant une solution provisoire parce que on ne peut pas vivre dans ces conditions-là, sachant que chaque jour on doit aller faire cours les matins. Les étudiants expulsés ont cependant tenu à préciser qu'ils ont reçu une subvention de la part de l'institution municipale de Mbacké, mais l'enveloppe est dérisoire face à l'ampleur de la sollicitation. Après les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Bombay, les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès exigent la réouverture de l'université et des campus, le redémarrage des cours et l'ouverture des campus sociaux. Les étudiants ont tenu en conférence de presse ce matin leur porte-parole Ismaël Dian avec notre équipe à Thiès. Depuis le conseil académique passé, on s'était entendu sur la réouverture des campus pour le 2 octobre. Arrivé à cette date, on a constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour une ouverture des campus. Mais après les travaux de vacances, on a trouvé un consensus pour ouvrir les campus à la date du 20 et reprendre les activités pédagogiques à la date du 23. Arrivé à la date du 20, subitement, on a reçu une note du CROUS disant que les campus sociaux ne seront pas disponibles et seront ouverts à une date ultérieure. C'est ce qui a empêché la réouverture des campus au niveau du site BCN. On nous dit souvent que l'État doit des impayés aux repreneurs. Mais nous savons juste que cela ne sont juste que des prétextes. Que l'État doit des impayés aux repreneurs n'est que par oral. Ce n'est écrit nulle part. Et nous demandons à l'État d'ouvrir nos campus, d'ouvrir nos universités pour que nous puissions continuer convenablement nos activités pédagogiques. À côté, nous avons nos confrères, les étudiants de l'EPT, les GPE, qui ont leur campus ouvert, qui sont en train de faire leurs cours. Nous disons que cela n'est qu'une discrimination. Et l'État ne devrait pas faire cette discrimination entre tel ou tel autre étudiant. On ne va plus l'accepter. On va passer à la vitesse supérieure. Les producteurs avicoles du Sénégal alertent des poulets d'origine douteuse venus de l'étranger inondent les marchés sénégalais selon les membres de l'interprofession des acteurs avicoles du Sénégal. Des agissements aux risques énormes. Les producteurs avicoles redoutent des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs. Compte rendu de leur conférence de presse, Aminata Mbarisso, Modou Diop. 50 voire 60 000, c'est le nombre de Sénégalais à s'activer dans l'aviculture. Ces statistiques produites en 2021 par l'interprofession des acteurs avicoles au Sénégal donnent une idée sur la place de ce secteur dans l'économie nationale. Le chiffre d'affaires de la filière en 2021 s'est élevé à près de 450 milliards de francs CFA. Et plus de 50 000 Sénégalais, hommes et femmes, s'impliquent directement et indirectement au quotidien dans tous les maillons de la chaîne de valeur avicole. Ce point de presse, une alerte des producteurs avicoles. Ils se disent confrontés depuis début 2023 à une importation frauduleuse de poulets d'origine douteuse. Depuis le début de l'année 2023, les acteurs de la filière avicole sénégalaise sont très inquiets et scandalisés par une rapide augmentation d'importations frauduleuses de poulets, encore une fois d'origine et de qualité douteuse. De telles importations sont le fait de lobbies, des lobbies mafieux et de trafiquants sans scrupules qui violent de manière flagrante la réglementation nationale qui protège le pays de la grippe aviaire. Des craintes pour un secteur d'activité qui contribue à hauteur de 450 milliards francs CFA de chiffre d'affaires. Ces trafiquants, avec leur réseau de complices, sont en train de mettre à genoux la filière avicole sénégalaise qui s'est modernisée et mise à niveau par le fait de valeureux investisseurs sénégalais, il faut le dire. Si la réglementation nationale n'est pas respectée, la santé des consommations est gravement mise en danger. Et les risques sanitaires dans les élevages avicoles sont également accrus. Et dans ce combat engagé par les producteurs avicoles sénégalais, ils bénéficient du soutien de leurs compères de la sous-région. Sur cette image, le président de l'Union des fédérations de la filière avicole, Constant Kenoucon, plaide pour la création de comités de veille aux frontières pour mettre aux arrêts les importateurs frauduleux de poulets.
La CNTS veut préparer les travailleurs à faire face aux impacts des changements climatiques et menace certains emplois. À travers l'atelier national sur le renforcement des capacités des organisations syndicales affiliées à la CNTS, la Confédération compte réfléchir sur une politique syndicale qui va servir de contribution aux efforts étatiques. Babacar Silla, point focal de la CNTS avec Alassane Ba. Aujourd'hui, le Sénégal a pris des mesures dans des secteurs, ce qu'on appelle les secteurs cibles d'atténuation. On peut parler du transport, de l'agriculture, des industries. Donc dans ces secteurs, il sera question de repenser le modèle de production, je veux dire les chaînes d'approvisionnement. On a les travailleurs au cœur de ce modèle de production et de consommation. Quand il s'agit donc de repenser ce modèle, il s'agira entre autres de repenser également beaucoup de postes de travail. Beaucoup de filières y seront impactées. Donc, nous, en tant que représentants de travailleurs, on est en droit de préparer ces travailleurs pour que les mesures écologiques qui sont prises dans ces secteurs puissent être socialement et très largement discutées. Si on fait la transition par rapport à la thématique que nous exerçons au sein de la synthèse, on va se dire tout simplement que oui, la facture énergétique, aujourd'hui on parle de la facture énergétique, mais aujourd'hui on parle de la facture de l'électricité. Donc on peut s'attendre bien évidemment à ce que l'exploitation du pétrole et du gaz, qui sont également des sources d'énergie, puisse au moins adoucir ces factures d'électricité, et nous souffrons tous, les travailleurs y compris. Et parlons justement de l'électricité avec la mise en service de la ligne d'interconnexion du projet énergie de l'OMVG. Les sociétés nationales d'électricité des 4 États membres ont signé ce matin le contrat de service de transport d'énergie. Ce projet pourrait impacter positivement le prix de l'électricité selon le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye. Ce projet-là va nous permettre aujourd'hui de pouvoir disposer d'un réseau déjà qui est plus robuste. Parce que si, comme vous le savez, le potentiel hydroélectrique de la Guinée, avec des machines qui sont assez puissantes, va nous permettre de mieux tenir notre réseau, de disposer de suffisamment de réserves. Donc ce que nous pouvons attendre, nous, pour le moment, du côté du Sénégal, c'est de disposer d'un réseau plus robuste, plus résilient. Et donc, par conséquent, nous allons pouvoir aujourd'hui atténuer les perturbations qu'on avait sur le réseau jusqu'à présent, mais d'un point de vue impact sur le prix, on verra ce que le marché va donner. C'est un marché qui est ouvert, ce sera, comme je l'ai dit souvent, le rendez-vous du donner et du recevoir, et nous nous positionnons en donneur, c'est-à-dire pour vendre de l'électricité au lieu d'en acheter, parce que suffisamment d'investissements ont été faits dans ce pays pour qu'on ait suffisamment de capacité pour pouvoir conquérir au même titre que d'autres pays qui en ont suffisamment. Renforcer la fraternité sénégalo-gambienne, de la formalité à la simplicité, thème de la première édition du Forum des affaires entre les deux pays. L'objectif est de présenter les pays comme une destination idéale pour le commerce et l'investissement aux entreprises. Compte rendu de la première journée, Fatou Bintou Conté. Un jalon vient d'être posé dans la relation entre le Sénégal et la Gambie à travers l'organisation de ce forum économique qui va renforcer la coopération commerciale, économique et les investissements entre les deux États. C'est cette vision commune qui d'ailleurs justifie l'organisation de l'événement qui nous réunit aujourd'hui pour impulser davantage nos relations économiques et commerciales, mais aussi culturelles. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est d'exposer ensemble les opportunités de partenariat économique, d'investissement et de promotion du commerce bilatéral. Cet objectif visé passe par le raffermissement d'un partenariat gagnant-gagnant qui s'appuie sur les atouts de chaque pays. Ce forum économique, la première du genre, va permettre à la Gambie de bénéficier d'expériences sénégalaises. La Gambie, du fait de sa proximité avec le Sénégal, peut tirer bénéfice des avantages infrastructurels du Sénégal qui renferme, mais aussi la Gambie, il faut le reconnaître, aussi renferme ses propres atouts intrinsèques qui sont liés à un environnement favorable aux investissements,
tirés notamment par le tourisme, les ressources naturelles, le pétrole et le gaz, des mines aussi, et une main-d'œuvre qualifiée. Avec cette rencontre d'échange, l'environnement des affaires entre la Gambie et le Sénégal doit être mieux sécurisé. Nous devons créer un environnement favorable aux affaires, encourager l'innovation et soutenir nos entreprises pour qu'elles prospèrent. J'encourage vivement les entrepreneurs et les investisseurs des deux pays à explorer des partenariats et des opportunités d'investissement de part et d'autre. À cet effet, un protocole d'accord vient d'être signé entre les deux agences que sont l'APEX et le GIEPA. Pour les routiers transporteurs, transporter du cash est toujours potentiellement dangereux, au moins pour payer l'essence. Ils n'auront plus besoin d'avoir dans leur poche des dizaines de milliers de francs CFA. Total Energy vient d'introduire la carte de paiement Africa Pass. Elle est valable dans les pays de l'UEMOA. Habib Faye. Elles sont plus de 500 patientes en attente d'un dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Au poste de santé de Guinaouraï, ces femmes sont venues très tôt avec leur... C'est officiel, Total Energy a lancé la carte Africa Pass. Elle est destinée aux transporteurs de ces 4 pays, Sénégal, Togo, Burkina Faso et Mali. Une innovation majeure qui garantit la sécurité des chauffeurs. Et qui permet pour les transporteurs, les propriétaires de poids lourds, d'avoir une solution complètement intégrée qui sert 2 ambitions. Une plus grande autonomie et sécurité pour le chauffeur, car au lieu d'avoir de l'argent, il va avoir une carte et il pourra, comme vous l'avez vu pendant la visite, imprimer des documents, prendre une douche, aller dans une salle de prière, acheter à la boutique et remplir son réservoir de carburant. Et ça va permettre aussi pour le transporteur de suivre à distance les consommations et de faire une gestion optimisée de sa flotte. C'est un peu ça les 2 grands objectifs. Grâce à son expérience en tant que leader dans la distribution des produits pétroliers, Total Energy compte accompagner ses clients transporteurs. Un honneur combiné d'une satisfaction pour ces derniers qui ont effectué le déplacement à Lomé pour participer au lancement de la nouvelle carte. Aujourd'hui, cette carte est une carte intégrée permettra de résoudre tous ces problèmes. Je pense que c'est une carte qui sera vraiment efficace, en tout cas nous dans notre circuit et dans notre travail de tous les jours. L'entreprise dispose d'un maillage de 150 stations au Sénégal, soit 23 sur le corridor Dakar-Lomé. Qui sont dédiés aux poids lourds et qui évidemment nous permettront de capitaliser sur cette innovation au niveau du Sénégal. Comme vous le savez, le corridor Bamako-Dakar est un corridor qui est assez fréquenté et je n'ai pas de doute que nos collègues maliens et clients maliens pourront profiter des services à valeur ajoutée que nous procurons la carte Africa Pass. Cette carte transfrontalière participe donc à faciliter le parcours client. Les critères sont simples. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le libre-échange progresse énormément en Afrique et aujourd'hui, Total Energy se doit d'accompagner ce contexte en plein essor et nous sommes là avec une solution carte unique en son genre, particulièrement innovante et conçue avec l'aide de nos clients pilotes qui sont aujourd'hui présents. Total Energy a aussi inauguré le même jour la station du port en présence de nombreuses autorités sous le rythme de la danse locale à Baja. Dans l'actualité également, l'affaire du crash de l'avion de la compagnie aérienne Sénégal Air a été appelée à la barre du tribunal correctionnel de Dakar aujourd'hui, 23 octobre. En audience publique, un nouveau juge a présidé aux destinées de la 2e chambre correctionnelle. À l'entame de son réquisitoire, le juge a qualifié le dossier de très technique, très complexe, impliquant une liste imposante de personnes et pas des moindres devant être entendus en qualité de prévenus ou de témoins. La date du 28 décembre 2023 a été retenue pour une fixation d'audience. Jokngir Sénégal, un nouveau mouvement voit le jour. Il veut contribuer à la sensibilisation de tous les leaders étatiques intervenant dans le processus électoral. Les membres de cette initiative citoyenne souhaitent éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Le colonel Tabaski Diouf est membre du mouvement. De tout ce qui précède,
que nous avons décidé de nous engager patriotiquement dans une initiative citoyenne dénommée Jóg ngir Sénégal. Pour d'une part, contribuer à la sensibilisation de tous les leaders étatiques intervenant dans le processus électoral afin que l'élection présidentielle de février 2024 soit inclusive, libre, démocratique et paisible. Et d'autre part, participer à la conscientisation des électeurs pour qu'ils puissent choisir celui qui pourra enfin mettre un terme à ce système de malgouvernance marqué par cette fracture entre les élites politiques qui justifie cette déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. Nous voulons réunir une masse critique de patriotes qui se battront pacifiquement, principalement par les valeurs et idéaux de la République, ainsi que par la parole de Dieu qui est vérité, justice et équité. S'indignant, condamnant, recommandant, conscientisant, éduquant et soutenant, afin que ceux qui choisissent sciemment. Acquisition des objets patrimoine du président Léopold Sédar Senghor, le Sénégal a privilégié le dialogue avec le commissaire-priseur à la place d'une procédure judiciaire qui serait très longue selon le ministre de la Culture. Dorénavant, notre pays fera tout son possible pour éviter ce genre de situation selon Aliou Sow. Il était l'invité de la matinale de TFM. Il fallait se conformer à l'esprit du président Senghor, qui a été un homme de paix, de dialogue, de rapprochement des peuples, d'ouverture dans l'enracinement. Et je pense que c'est cet esprit-là que le président de la République nous a demandé de préserver en trouvant les solutions les plus apaisées pour mettre un terme au processus de vente aux enchères des objets appartenant au président Senghor et accueillir 41 objets de valeur, dont des décorations militaires et les décorations les plus prestigieuses que les États amis peuvent octroyer à des chefs d'État à 160 millions, alors qu'on sait très bien que à l'issue des enchères, un montant largement supérieur pouvait être mobilisé, car avec la charge émotionnelle, la grande publicité au niveau international et au niveau du Sénégal, mais tout cela combiné, mais donnait encore beaucoup plus de valeur à la nature de ces objets, en plus maintenant de la symbolique qui entoure ces objets-là. C'est l'occasion aussi de lancer un appel à tout cela, qui peuvent être tentés, car détenteurs par quelque procédé que ce soit, de bien appartenant au président Senghor, de vouloir également nous entraîner dans un cercle vicieux, on ne l'acceptera pas également. Là, nous comptons prendre toutes les dispositions à l'effet d'empêcher des tentatives de cette nature-là, car il va falloir également régler des questions relatives à la légalité de la détention de ces objets-là, avec des preuves à l'appui. Les bonnes feuilles de la rédaction s'intéressent à l'ouvrage de Mbaye Hatch intitulé « Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique », un livre conçu, structuré et réalisé quand l'auteur était en détention. Note de lecture, Ibou Diouf. Parler du changement climatique et des menaces qui guettent l'Afrique, quelques lignes écrites quand l'auteur était dans le lien de la détention. Cet ouvrage, en fait, je l'ai écrit dans des conditions, en tout cas particulières, parce que j'étais, si je puis dire, en retraite spirituelle pour le faire. Voilà, donc c'est comme ça que je peux vraiment l'expliquer. Et c'est une contribution, effectivement, que je fais pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Dans son livre, Mbaye Hatch estime que l'Afrique subsaharienne est embarquée dans l'idéologie du développement durable prônée par l'Occident, qui reste le premier responsable de cette situation. Parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que les Africains effectivement ne sont pas conscients de la menace du péril climatique. Et il est évident que il faudrait en fait que des Africains puissent tirer en fait la sonnette d'alarme sur ce péril climatique. Donc globalement l'Afrique est menacée. Mais ce n'est pas que ça, effectivement, il y a un problème d'adaptation qu'il faudrait que l'Afrique fasse. Cet ouvrage destiné aux jeunes Africains, aux écologistes et panafricanistes, tous engagés pour faire face au changement climatique. Mais effectivement, en termes de changement climatique, effectivement, les plus vulnérables, c'est vraiment en fait les pays les moins avancés dans ce monde. Donc l'Afrique en fait partie.
Et effectivement, si l'Afrique en tout cas ne prend pas les devants pour s'adapter, anticiper sur son adaptation, il est clair que l'Afrique vivra des lendemains extrêmement difficiles. Et c'est comme c'est un essai, donc en termes d'adaptation, le livre en fait il est paru pour ne pas donner des solutions par rapport à l'environnement. Moi j'ai pas cette prétention, mais effectivement en termes d'adaptation, il y a des vraiment idées que j'ai évoquées dans le livre et il faudrait que les décideurs s'approprient en fait de ce livre pour voir vraiment en fait les adaptations que j'ai préconisées. L'auteur du changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, est un ingénieur en électricité et manager en ressources énergétiques. Il s'investit aussi dans des projets dans le domaine du développement durable. Merci Ebou. Et puis dans l'actualité sportive, le défenseur international sénégalais Abdallah Ndour qui s'éloigne des pelouses à cause d'une blessure au tibia. Et puis la Confédération africaine de football qui autorise désormais que 23 joueurs à la phase finale de la CAN 2023. Et puis le Sénégal demeure à la 20e place de la FIFA. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Le succès du Sénégal face au Cameroun en amical le 16 octobre dernier n'a pas influé sur le classement FIFA de ce mois. L'équipe nationale du Sénégal est stagnée à la 20e place mondiale et au 2e rang en Afrique. Le Maroc, 13e au monde, mène toujours le continent africain alors que la Tunisie complète le podium. Pas de changement également à la tête du classement mondial de la FIFA du mois d'octobre. L'Argentine, la France et le Brésil mènent toujours le peloton en attendant de connaître le prochain classement qui sera publié le 30 novembre prochain. Passons aux préparatifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le nombre de joueurs autorisés par liste est maintenant connu. C'est 23 sélectionnés par pays, annonce la Confédération africaine de football. Un retour aux normes après les 28 jours par liste autorisés à la dernière édition à cause de la pandémie de la Covid-19. Les sélectionneurs, à l'instar de l'UCC du Sénégal, se confrontent ainsi à la réduction de leur marge de manœuvre ou d'erreur dans la confection des listes, à publier au plus tard le 3 janvier prochain. Le défenseur latéral gauche Abdallah Ndour boit de lui vers une absence à la CAN 2023. Le sociétaire de l'En-Avant Guingamp souffre en effet d'une fracture au bas du tibia, une blessure qui doit éloigner des terrains Abdallah Ndour au minimum 3 mois. Un coup dur pour l'international sénégalais de 29 ans qui n'a pas encore disputé une phase finale d'une compétition avec le Sénégal. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info. La suite avec M. Mamadou Lamine-Ba, directeur général adjoint APIX chargé de la promotion des investissements. A tout de suite.